Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce mardi 11 juin. Voici les titres de ce journal. L'Organisation internationale du travail célèbre à Genève son 100e anniversaire en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. L'OIT s'est fixé une priorité, combattre les violences et le harcèlement dans le monde du travail. Donald Trump menace d'augmenter les droits de douane sur les vins français. Il accuse la France de pratiquer des taxes plus élevées sur les vins américains, des menaces qui inquiètent le secteur viticole. En Hongrie, l'épave d'un bateau de touristes sud-coréens qui avait sombré dans le Danube à Budapest a été sortie des eaux. 4 autres corps ont été retrouvés, mais il y a encore des disparus. Ce naufrage a fait 28 morts. Et puis on évoquera un anniversaire à la fin de ce journal, les 35 ans de Tetris, jeu vidéo simpliste mais mythique créé par un développeur russe au début des années 80. Un jeu qui, vous le verrez, a marqué des générations. Bienvenue, je vous le disais, en titre, l'Organisation internationale du travail célèbre son centenaire. Depuis sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale, cette agence onusienne a œuvré pour essayer de faire respecter un certain nombre de principes et de règles dans le monde de l'entreprise. Horaires, congé maternité, égalité homme-femme, pour citer quelques exemples. Pour les 100 ans de l'OIT, l'accent est mis sur la lutte contre le harcèlement au travail. Des chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement à Genève. Le point avec Ethan Hadji. Des solutions pour lutter contre la précarité au travail, assurer une égalité salariale entre les sexes, réfléchir aux défis technologiques de demain, autant de sujets sur lesquels se penche l'Organisation internationale du travail en ce moment à Genève. À la tribune, Angela Merkel, la chancelière allemande appelle à plus de justice sociale pour tous les travailleurs. Il n'y a aucun doute sur le fait que ce sont les nations industrielles en particulier qui tirent profit de la mondialisation et de la division internationale du travail. Et c'est pour cette raison que ces nations industrielles ont l'obligation non seulement d'assurer des conditions de travail équitables chez elles, mais aussi de pousser à leur application ailleurs, à chaque endroit de la chaîne logistique mondiale. Pour le 100e anniversaire de cette instance, Emmanuel Macron a fait le déplacement. Dans un discours alarmiste, il a dénoncé les dérives du capitalisme. Quand le peuple, quelles qu'en soient les catégories, ne trouve plus sa part de progrès, il ne peut plus adhérer à un régime politique tel qu'il se présente devant lui. C'est ça ce qui est en train de se passer dans nos démocraties. C'est ce qui fait que certains sont attirés par l'autoritarisme. Dans un contexte de guerre commerciale entre les grandes puissances, de retour à des politiques protectionnistes, le Premier ministre russe a lui aussi tiré la sonnette d'alarme. Le comportement de certains pays dans les domaines du commerce, de l'économie devient plus agressif. C'est à la limite de l'arbitraire. L'ordre mondial qui a été construit pendant des décennies est aujourd'hui en danger. La conférence qui prendra fin le 21 juin devrait aboutir sur 2 textes majeurs. Une convention sur le harcèlement et une déclaration sur l'avenir du travail face aux défis climatiques et technologiques. Dans l'actualité également, Donald Trump poursuit sa guerre commerciale après les produits chinois ou les voitures allemandes. Le président des États-Unis a identifié un nouveau responsable du déficit commercial américain et il s'agit cette fois du vin français. Trump dénonce une concurrence déloyale et il veut rectifier le tir. Anis Fantino. Donald Trump brandit son arme favorite, celle de la menace de nouveaux droits de douane, mais cette fois à l'égard de la France. Le président américain accuse Paris de pratiquer une concurrence déloyale et de trop taxer le vin en provenance des États-Unis. La France fait beaucoup payer pour les vins, alors qu'on leur fait payer peu pour les vins français. Les gars de Californie me disent « Eh monsieur, on paie cher pour que nos produits se retrouvent en France. Et notre pays laisse entrer des vins français qui sont très bons, alors qu'on a aussi de très bons vins. » Dans les faits, la réglementation européenne impose ces tarifs douaniers qui peuvent varier de 11 à 29 cents par bouteille pour les vins en provenance des États-Unis, alors que les bouteilles françaises qui arrivent sur les tables américaines sont moins taxées. Les chiffres oscillent entre 5,3 et 19 cents par bouteille selon le type de vin.
Mais les États-Unis restent la destination numéro 1 d'exportation des crus venus de l'Hexagone. Et l'an dernier, les ventes de vins et de spiritueux français vers ce pays ont encore bondi de plus de 4%. Côté français, les importations de vins américains ont doublé au cours de ces 10 dernières années. Au mois de novembre, Donald Trump avait déjà agité la menace d'une hausse des droits de douane sur les vins français, alors que d'autres pays européens appliquent les mêmes règles. Ce que pointe en réalité le locataire de la Maison-Blanche, c'est le déficit commercial entre Paris et Washington qui s'est encore creusé l'an dernier. Des négociations commerciales entre l'Union et les États-Unis ont débuté ce lundi, alors que Bruxelles souhaite exclure le secteur agricole de ces discussions. Le 29 mai dernier, un bateau sombrait dans le Danube à Budapest avec à son bord une trentaine de touristes sud-coréens. Nombre d'entre eux ont péri dans ce naufrage consécutif à un choc avec un autre navire. Ce mardi, l'épave a pu être remontée. Le point avec Raphaël Vivant et notre bureau à Budapest. 2 semaines après son naufrage sur le Danube, l'épave du Sirène est entièrement sortie des eaux ce mardi. Une opération longue et difficile menée par la police hongroise. À bord de l'épave, les sauveteurs ont retrouvé les corps de 4 personnes, mais 4 autres sont toujours portés disparus. Il a fallu plus de 7 heures aux équipes de sauvetage pour soulever le Sirène et le sécuriser. À l'aide d'une grue hydraulique, ils l'ont embarqué sur un autre bateau. Le Sirène sera transporté dans un port où il sera inspecté par les enquêteurs. Le Sirène, un bateau d'excursion de 26 mètres, avait coulé le 29 mai près du pont Marguerite au cœur de la capitale hongroise avec 35 personnes à bord. Il a sombré en quelques secondes après avoir été percuté par un navire de croisière fluviale. Le naufrage a causé la mort de 28 personnes, dont 26 touristes sud-coréens et 2 membres d'équipage. Le débit important du fleuve et les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours ont compliqué les opérations de recherche. Il y avait des jours où l'on voyait à 50 cm, mais d'autres fois, la visibilité n'était que de 10 cm. C'était comme être pris dans une tempête de neige ou dans un brouillard. On n'arrivait même pas à avoir une forte lumière. L'eau était si épaisse. Des images de vidéosurveillance ont montré le navire de croisière s'approcher à grande vitesse du Sirène. Le capitaine ukrainien du bateau a été incarcéré en Hongrie dans le cadre d'une procédure pour négligence criminelle sur une voie navigable publique. Ce dernier dément avoir enfreint les règles de navigation. En France, la colère des personnels soignants, ils étaient appelés à manifester aujourd'hui pour dénoncer la dégradation des services publics dans les hôpitaux. Les services d'urgence en particulier se disent débordés. Ils évoquent une situation explosive. Cécile Sauzet. Les semaines passent, pas le malaise des soignants français. Selon le collectif Interurgence, 95 services sont en grève ce mardi. Et devant le ministère de la Santé, une centaine de syndicalistes, le jour du vote de la loi santé au Sénat. Leurs doléances, les mêmes depuis 3 mois. Réouverture de lits en aval, une prime de 300 € net par mois et surtout 10 000 infirmiers et aides-soignants supplémentaires pour soulager des urgences structurellement engorgées selon eux. Des patients qui viennent pour des problèmes qu'ils ont depuis des mois. Donc dans ces cas-là, clairement, ça ne relève pas de l'urgence. Et soit ils n'ont pas de médecin traitant, soit ils n'ont pas de prise en charge. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas de couverture maladie. Et leur seul moyen d'avoir un minimum de soins, c'est de venir aux urgences. Et on doit s'en occuper. Justement, le projet de loi santé doit renforcer l'offre de soins en amont. Suppression du numerus clausus et renforcement de la médecine de ville et des hôpitaux de proximité. Des mesures de long terme inefficaces pour répondre à la crise selon les grévistes. Alors la semaine dernière, Agnès Buzyn faisait quelques promesses. Un rapport pour l'automne, un plan financier dont les contours restent flous. En attendant, la ministre de la Santé préconise de mieux utiliser les moyens déjà existants. Avec les moyens humains actuels, cette organisation est complètement caduque. On ne peut pas réorganiser, emmagasiner le double de population chaque année et que ça s'augmente chaque année avec les mêmes moyens humains qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans en arrière. Faute de lits et de soignants, les syndicats redoutent l'été qui arrive. À Paris, la PHP a promis des embauches aux urgences en fonction du nombre de patients, et ce dès cette année. On en vient à cet accident mortel à Paris lié aux trottinettes électriques. La victime est un jeune homme de 25 ans.
Le nombre d'accidents et de blessures liés à l'utilisation de ces engins a explosé ces derniers mois, obligeant les autorités françaises à prendre des mesures. Les détails avec Malia Coutan. Un jeune homme de 25 ans a perdu la vie ce lundi suite à un accident de trottinette électrique. Il est environ 22h30 quand ce dernier percute un camion dans le quartier de la Goutte d'Or, situé dans le 18e arrondissement de Paris. L'utilisateur de l'engin électrique aurait effectué un refus de priorité avant de percuter un camion. L'homme en arrêt cardio-respiratoire a succombé à ses blessures à l'hôpital. Le conducteur, quant à lui, a été placé en garde à vue. Si les accidents de trottinettes électriques sont de plus en plus fréquents, aucun chiffre officiel n'est connu. Apparu il y a tout juste un an, le phénomène a pris de l'ampleur. Aujourd'hui, le nombre d'engins est évalué à 20 000, rien que dans la capitale française. Un véritable phénomène de mode qui engendre tout de même quelques problèmes. À Paris comme ailleurs, les autorités tentent de contrôler cette nouvelle tendance. Enfin, sur le nombre de trottinettes électriques, je l'ai dit tout à l'heure, il y en a déjà trop. Je demande donc aux opérateurs, dès maintenant, de réduire leur flotte jusqu'à l'adoption de la loi mobilité qui va créer le cadre légal dont nous avons besoin et que nous attendons. Les premières mesures devraient rentrer en vigueur à partir du mois de juillet. En Russie, à présent, la justice a abandonné les poursuites contre le journaliste Ivan Golunov. Il était accusé de trafic de drogue. Depuis son interpellation vendredi, la société civile se mobilisait pour exiger sa libération. Ses défenseurs dénoncent une affaire montée de toutes pièces alors qu'Ivan Golunov enquêtait sur la corruption à la mairie de Moscou. Les détails avec Nathan Joubiou. Ivan Golunov a retrouvé sa liberté ce mardi. Assigné à résidence depuis samedi pour trafic de drogue, les autorités russes ont finalement disculpé le journaliste d'investigation. Collaborateur du site Medusa, il est réputé pour ses enquêtes sur la corruption à la mairie de Moscou ou les malversations dans des secteurs opaques. Depuis, les soutiens se sont accumulés en faveur du journaliste. Lundi, les 3 grands journaux nationaux, Kommersant, RBK et Vedomosti, ont tous titré « Nous sommes Ivan Golunov ». Une marche était également prévue ce mercredi dans le centre de Moscou, tandis qu'une pétition exigeant sa libération a permis de collecter près de 180 000 signatures. Plusieurs médias d'État ainsi que certains hauts responsables politiques ont également affirmé leur soutien aux journalistes. Reporters sans frontières a salué cette mobilisation et demande une sanction envers les initiateurs de ce coup monté. Un appel entendu, puisque 2 hauts responsables de la police vont être relevés de leurs fonctions. On passe à l'actualité en bref. À New York, un hélicoptère s'est posé brutalement hier sur le toit d'un gratte-ciel. Le pilote est mort, il aurait perdu le contrôle de son appareil. Le crash a provoqué un incendie qui a pu être maîtrisé. Au moins 7 migrants ont péri ce matin dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes grecques alors qu'ils tentaient de rejoindre l'île de Lesbos. 2 enfants figurent parmi les victimes. La Grèce accueille aujourd'hui environ 70 000 migrants, pour la plupart syriens. Allez, on termine ce journal par le 35e anniversaire d'un jeu vidéo mythique. Des blocs, des carrés, des barres de diverses formes à emboîter. Ce jeu, c'est Tetris, créé en 1984 par un développeur russe. Un jeu de puzzle qui a diverti des générations de gamers. 6 juin 1984, les salles d'arcade découvrent un drôle de puzzle, un jeu de blocs qui s'emboîte et qui tombe d'un écran inlassablement. Tetris, l'un des jeux les plus populaires de tous les temps, fête ses 35 ans ce mois-ci. L'œuvre d'un programmeur soviétique, mais les droits appartiennent à son employeur de l'époque, un centre de recherche à Moscou. C'était quelque chose d'énorme à l'époque, et tout l'argent est allé à la Russie. Ce gros bloc bleu en grande discussion s'épate, un vrai dingue de Tetris, même la version des débuts. C'était tellement simple, ça fait partie de ces jeux qui sont très faciles à jouer mais impossibles à maîtriser vraiment. Les gens faisaient vraiment une fixette dessus. Il fallait aller le plus loin possible et jouer le plus longtemps possible. Donc c'était déjà un jeu de très grande qualité quand il est sorti. Une analyse que conteste le créateur du jeu d'arcade. Pour lui, l'engouement tient plus de la passion que de l'obsession.
C'est une addiction saine parce que c'est une activité cérébrale très utile. Quand on joue à ce jeu, c'est bien mieux que de rester assis comme un légume devant la télé ou de regarder ce qui passe. Vous êtes actif dans ce jeu. D'après la Tetris Company, la version pour Game Boy s'est vendue à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde. Aujourd'hui, l'application mobile a déjà dépassé les 500 millions de téléchargements dans plus de 190 pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée et à demain.